Bienvenue à toi qui regarde le replay du Wake Up Sister. Je te remercie de ta fidélité et je remercie toutes celles qui nous rejoignent en live. Assalamu alaikum à toutes. Assalamu alaikum Rania, Nanous, bienvenue, Mounia, Sabrina, Nehima. Je vous remercie d'être là au rendez-vous. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah. Moi, ça va très bien. J'ai mon petit avec moi, donc si jamais vous l'entendez parler, vous comprendrez pourquoi. J'espère que vous allez bien. Il fait beau, machallah, ce vendredi béni du mois de Rajab. On va parler d'un sujet hyper important qui va toucher non seulement les mamans, mais surtout les femmes actives, donc les femmes qui doivent gérer une vie professionnelle et une vie à la maison, comme toutes les mères au foyer. Salam alaikum, et je vais en parler aujourd'hui avec Raja. Raja, c'est la fondatrice du compte Instagram Le Nectar. Donc, avec son mari, ils ont décidé d'offrir des conseils, d'accompagner des personnes pour leur entretien, pour améliorer leur CV, lettres de motivation et tout ce qui est lié au monde de l'entreprise. Et ça, c'est top parce que Raja, elle a une expérience de plus de 8 ans en tant que responsable commercial et chef de projet. Elle a travaillé avec son hijab en France. Alors ça a été un chemin plein d'embûches. Elle en parle sur son compte Instagram. Elle raconte son histoire même durant ses études. Voilà, être étudiant dans des grandes écoles de commerce, etc. Avec le hijab, c'est pas forcément facile, bien qu'il y ait une ouverture d'esprit. Donc elle est aujourd'hui expatriée au Qatar, donc elle sera en direct de là-bas. Elle va donc nous parler de comment être une working mom, donc une maman active accomplie. Euh, je vous fais, je vais la faire, euh, je vais la demander. Désolée, je peux pas faire plusieurs choses à la fois. En tout cas, dites-moi en commentaire. Vous travaillez, vous êtes salarié, entrepreneur. Salam alaikum, Raja. Salam alaikum, Saad. Tu vas bien? Alhamdulillah, et toi? Oui, tu m'entends bien? Oui, oui, je t'entends. Je sais, on m'entend bien également, j'espère. Oui, est-ce que peut-être... Attends, moi je t'entends un peu de loin, je sais pas si tu peux t'avancer par rapport au micro, mais ça ira, je pense. Alors, attends, je vais peut-être mettre. Salam alaikum Keltoum, Je sais pas j'espère que si vous là allez bien. c'est Donc dites-moi en mieux. commentaire si vous travaillez et dans quel domaine. Après, Ok. c'est bon, je pense que les filles, dites-nous en commentaire si vous entendez bien Raja. Elle est au Qatar, donc c'est peut-être pour ça. Normalement, là, j'ai mis mes AirPods, donc ça devrait être mieux. Donc, Inch'Allah, on va pouvoir. Donc, ça a coupé, Iman, du coup, je t'ai pas entendu. Pas de souci. Ok. Nickel. Ouais, merci beaucoup, Souad, pour l'invitation aujourd'hui. C'est vraiment un honneur pour moi de pouvoir échanger et vous partager, Inch'Allah, un maximum de conseils sur mon expérience. Je vais me présenter peut-être rapidement. Oui, Euh, Parce que je ne sais pas si les gens de ta communauté connaissent pas forcément le compte Le Nectar. Donc alors, je suis à l'âge et je suis maman de deux petits garçons, Edem de 3 ans et Aymen qui a tout juste 1 an. Marhaba. Je suis cofondatrice du concept Le Nectar avec mon époux. Donc, comme tu l'as très bien présenté, on propose en fait un support, des conseils, du coaching sur toute la partie qui touche au monde du travail, à la carrière professionnelle, que ce soit les entretiens professionnels, les CV, les lettres de motivation, les reconversions professionnelles. On a vraiment, Alex est DRH et moi responsable commercial, aujourd'hui acheteuse. Et Inch'Allah, on essaye de faire en sorte de faire profiter à la communauté tout notre retour d'expérience et nos conseils autour de ce thème-là, de cette thématique-là. Je suis donc également, comme je disais, aujourd'hui responsable achat et contrat au sein d'une société au Qatar. Donc j'étais D'accord. anciennement basée en France, ensuite expatriée en Angleterre et aujourd'hui on s'est installé en septembre, donc c'est encore tout neuf. On s'est installé au Qatar
et je suis à mes heures perdues également membre d'associations toujours en France et de réseaux professionnels. D'accord. Eh ben, c'est un beau parcours. Donc, tu es installé au Qatar depuis septembre. Avant, tu étais expatrié aussi au Royaume-Uni. C'est ça, pendant 3 ans. D'accord. Donc, ouais, tu peux facilement faire donner les points positifs et négatifs de chaque pays. Machallah, ça c'est bien. Donc, tu donnes aussi sur le Nectar, ben, tu réponds des fois à des questions sur l'expatriation. Oui, on propose également du coaching en fait sur l'expatriation parce que voilà, on a eu alhamdoulilah, l'expérience d'un pays en Europe et au Moyen-Orient où on peut, enfin, de par notre expérience au sujet d'expatriation, l'expatriation dans 2 pays en Europe et hors Europe, ça n'a rien à voir. Donc effectivement, on conseille aussi beaucoup de monde sur la partie expatriation, tout ce qu'il faut prévoir en termes administratifs, organisation, comment faire en sorte que l'expatriation se passe au mieux pour chacun, enfin, pour celui ou celle qui souhaite s'expatrier. D'accord. C'est vrai que en ce moment, ben, moi, je vois de plus en plus de personnes penser à cette solution du fait ben, de l'ambiance politique, même sanitaire du pays. Euh, et j'ai l'impression qu'on va assister à une migration des cerveaux. Je sais pas ce que tu en penses, mais ce que je fais cette réflexion parce que souvent, ben, ceux qui ont la chance, on va dire, de partir, que ça soit dans n'importe quel pays dans le monde, hein. Alors souvent, ça va être soit des cadres sup, ça va être des entrepreneurs parce qu'ils ont leur business qui tourne en ligne, donc ils ont juste besoin d'une connexion. Et je me dis, mais attends, mais en fait, à un moment donné, la France, elle va s'en mordre les doigts parce que tous ceux qui, machallah, et on est une communauté qui souhaite l'excellence et qui font des longues études, etc. Dès lors que nous, en tant que musulmans et surtout en tant que femmes musulmanes pratiquantes, qui souhaitent porter le hijab, qui souhaitent faire les prières à l'heure avec un statut, voilà, certains diplômes, ben, enfin, pourquoi souffrir en fait en France? J'ai envie de dire. Non, Exactement. c'est vrai. C'est une réflexion. Après, je suis pas péjorative, c'est pas péjoratif, c'est pas voilà, je trouve il y a des très belles choses en France. Moi, j'aime la France, j'aime ce pays, quand bien même la politique est désastreuse. Mais il y a du bon ici. Et c'est vrai que ceux ben, qui ont les moyens, qui ont la possibilité, des fois, ben, ils vont arrêter enfin, ils vont partir en fait. Je sais pas si ça c'est quelque chose que tu remarques aussi. Alors totalement, moi j'ai, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, Souad, moi j'ai travaillé pendant plus de 5 ans en France. Et c'est vrai que, alhamdoulilah, j'ai toujours pu faire mes études, que ce soit mes études, mes stages, mes apprentissages, mon boulot avec mon hijab, même si, alors j'avais fait un live sur ce sujet-là qui d'ailleurs avait beaucoup plu, parce que c'est une grosse problématique qui est en France. J'avais fait un live sur le sujet ben, comment travailler avec son voile en France. C'est Mm. vrai que c'est faisable. Et comme tu dis, en fait, enfin, la France, pour moi, c'est un pays qui restera dans mon cœur, où ben, c'est le pays où je suis née, c'est ma langue maternelle. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses positives et des très bonnes choses. Et on s'en rend compte aussi quand on quitte la France, hein, on se rend compte des choses positives qu'on avait en France. Et à côté de ça, quand tu vois la difficulté avec laquelle tu as en fait de vouloir ben, soit accompagner tes enfants à l'école en sortie scolaire, ou alors avoir une carrière professionnelle pour celles qui souhaitent en avoir une, ou alors tout simplement quand ton fils ou ta fille cherche un stage ou peu importe. Moi, c'est vrai que je pense beaucoup à ça, je me projette beaucoup dans ce concept-là. Et, euh, et c'est vrai que quand tu goûtes en fait à l'étranger, ou en fait travailler avec ton hijab, ou alors que ton fils, quand il s'appelle Edem, qu'il est typé maghrébin ou quoi, ça ne pose aucun problème. Et ben tu vois que en fait la vie qu'on menait en France, elle n'est pas normale. C'est pas normal d'être jugé sur son apparence physique, c'est pas normal d'être jugé de par sa religion, c'est pas normal. Et c'est là où tu vois que en fait tu peux vivre plus sereinement et de manière plus agréable, tout en phase avec tes valeurs, tes convictions religieuses, tes valeurs, tes propres valeurs à toi, sans qu'on te porte un jugement ou quoi que ce soit. Et c'est vrai que quand tu goûtes à ça, c'est difficile de, de, Mm. de Ouais, c'est revenir. ça. Mais c'est très, comme tu dis, en fait, en France, il y a beaucoup, beaucoup de choses positives. Mais c'est vrai que j'ai été étonnée en arrivant en Angleterre et aussi aujourd'hui au Moyen-Orient de rencontrer autant de Français
Je pensais pas qu'il y avait une aussi grosse communauté maghrébine en France, enfin français, À l'étranger. ouais, à l'étranger. Et c'est vrai que D'accord. j'ai aussi cette même impression qu'il y a de plus en plus de monde qui s'expatrie et que enfin, du coup on perd un peu les compétences et les connaissances de beaucoup de monde en France, quoi. Non, bah, c'est sûr, hein. Donc, il y a une pénurie de médecins. C'est ça. Euh, subhanallah. Et du coup, oui, voilà. Donc, toi, t'as toujours été une femme active. T'es devenue maman à quel... Enfin, t'étais salariée lorsque t'étais maman. T'es devenue maman. Alors oui, moi j'ai fait une école de commerce, ensuite j'ai continué en école d'ingénieur et j'ai tout de suite en fait j'ai jamais eu de stop on va dire dans ma vie et donc je me suis mariée, j'étais en poste, j'ai eu mes enfants, j'étais en poste, donc c'est vrai que j'ai toujours été active et beaucoup de monde, que ce soit sur Instagram ou même dans mon environnement proche, on me dit toujours, mais comment tu fais pour avoir toutes ces casquettes? Et c'est vrai que important pour moi, Inch'Allah, aujourd'hui, d'aborder ce sujet-là qui touche beaucoup de femmes et vous partager tout ce que moi je mets en place pour essayer à maxima de pouvoir allier toutes mes casquettes. D'accord, c'est vrai que c'est ce qu'il faut, c'est savoir équilibrer et savoir gérer toutes ces casquettes-là au quotidien. Déjà, en tant que mère au foyer, c'est déjà énorme. Et en plus, lorsqu'on rajoute aussi travail à côté, parfois, là, il y a une fille qui pose la question, on hésite à reprendre le travail parce que c'est déjà beaucoup au quotidien, la gestion d'un foyer, des enfants, et machallah, on est récompensé pour cela. On est tiraillé parfois entre je vais aller travailler ou est-ce que je reste à la maison, etc., etc. Est-ce que toi, t'as déjà rencontré ce sentiment-là et comment tu as pu prendre ta décision? Alors totalement, et pour être transparente, Sorel, moi j'ai été en fait, donc j'ai fait mes études, après j'ai commencé ma carrière et j'ai toujours été carriériste. Alors je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais voilà, je pense que c'était ancré en moi Oui, ça fait après partie de ta personnalité, c'est c'est ça, ça? exactement. Donc j'ai rencontré mon mari, donc on s'est mariés, je suis devenue maman, j'avais 26 ans de mon premier garçon. Et d'ailleurs, c'est là où, en fait, j'ai découvert une nouvelle facette de moi qui était peut-être cachée jusqu'à aujourd'hui. Je pense que quand on devient maman, on découvre hein, Oui. cette notion de maternité en nous. Et c'est vrai que là, pour moi, ça a été une grande leçon de vie de devenir maman parce que donc je suis quelqu'un qui est un peu trop perfectionniste de base, c'est-à-dire que j'aime bien que tout soit parfait, etc. Et c'est quelque chose qu'on arrive à maîtriser quand on est seul, enfin quand on est étudiante, quand on a que ça, enfin on s'occupe que de sa petite personne, c'est des choses qui sont encore gérables, de vouloir être perfectionniste, de vouloir de tout gérer, de tout contrôler. Quand on se marie, on a déjà un élément en plus dans notre vie. Qui chamboule un peu notre quotidien. On vit avec quelqu'un de nouveau, il faut s'adapter à ce nouveau changement de vie. Et quand on est maman, là, on rajoute encore un gros chamboulement dans notre vie en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que salariée ou cadre si on travaille. Moi, c'est vrai que j'avais en idée de base, comme ce qu'on nous incarne un peu dans la société française, c'était voilà, d'accoucher et de reprendre mon travail. Voilà, après mon congé mat. Donc, ce qui aujourd'hui, je me demande encore aujourd'hui comment j'ai pu réfléchir comme ça parce que c'est vrai, alhamdoulilah, j'avais ce luxe de pouvoir choisir d'étendre en fait mon congé parental parce que je sais que financièrement tout le monde ne peut pas se le permettre. Mais j'ai eu cette question-là de me dire ben, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois retourner au travail ou pas? Et moi, j'ai pris la décision de prendre un congé parental pour mes deux enfants de 1 an parce que j'avais ce besoin-là d'être présente à côté d'eux pendant 1 an. Et donc D'accord. j'ai eu alhamdoulilah, ce luxe de pouvoir rester auprès d'eux pendant 1 an. Et à l'issue de ces 1 an, ça a aussi été un besoin pour moi de retrouver aussi une partie, de nourrir cette partie professionnelle qui était en moi et de reprendre une activité professionnelle. Mm. C'est ça, c'est ce que tu as dit. En fait, tu t'es écouté lorsque tu as eu besoin ben, de profiter de ton enfant, de ta maternité, enfin,
de ton bébé. Du coup, tu as décidé, tu avais la possibilité de, de, d'allonger ton congé maternité. Tu t'es écouté finalement et ça, c'est top. Et lorsque tu as eu besoin de retrouver le travail, de stimuler, voilà, ton cerveau avec le travail, etc. Là, tu as aussi écouté ton besoin et tu t'es remise, à travailler. Et ça, c'est top. Ça peut être un bon conseil aux mamans, c'est de s'écouter parce que souvent, on ne s'écoute plus, on ne sait, et c'est là où bah, il peut y avoir soit une grosse charge mentale, soit même un burn-out. Voilà, on ne compte plus les femmes qui ont repris le travail juste après 3 mois. Alors, je crois en France, c'est 3 mois et demi ou quelque chose comme ça. Et qui après, ben, elles sont pas bien du tout parce que ben, leur bébé leur manque, elles ont encore besoin de repos, elles ont encore besoin de prendre soin d'elles. Enfin, c'est tout un chamboulement, l'arrivée d'un enfant. Et subhanallah, ça, je trouve ça dommage qu'en France, on n'ait pas un congé maternité plus lent, surtout avec un peu plus voilà, de revenus. C'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, congé parental à temps partiel peut aussi être un bon compromis quand on est tiraillé entre les deux. Mm. C'est exact. Oui, j'ai vu ce commentaire et c'est d'ailleurs une notion, une chaleur que j'aimerais aborder pendant le live, c'est que on peut reprendre une activité professionnelle et c'est vrai qu'on a beaucoup tendance à ne pas s'écouter, comme tu dis, et à subir la pression, qu'elle soit professionnelle, mais aussi la pression en tant que maman de devoir ben, supporter toute cette charge mentale qu'on a en tant que maman, qu'épouse et, et femme. Et c'est vrai que moi, pour le coup, alhamdoulilah, j'ai toujours eu la chance de pouvoir mettre ma famille en priorité et de ne pas avoir cette pression-là de se dire est-ce que je vais perdre mon poste ou quoi. Et du coup, c'est vrai que j'ai toujours su trouver un arrangement avec mes employeurs pour faire en sorte de libérer du temps dans ma semaine, hein, parce que surtout quand les enfants sont petits, qui ont eu l'habitude de rester avec une maman pendant longtemps et de reprendre du jour au lendemain, pour moi, c'était important qu'ils ne reprennent pas à 100%. Et c'est vrai que j'ai pu m'arranger. Enfin, on en parlera après, mais c'est important aussi de communiquer ces besoins-là auprès de son employeur, ou même quand on est entrepreneuse, de trouver un équilibre pour pouvoir dégager du temps à chaque casquette, comme je disais. Et moi, par exemple, aujourd'hui, donc en Angleterre, j'étais en part-time. Ici au Qatar, des part-time, malheureusement, c'est pas quelque chose avec lequel ils sont familiers. Donc j'ai décidé d'être en télétravail et de m'arranger en fait avec mon mari pour pouvoir avoir les enfants de temps en temps à la maison avec moi, quoi. Tu peux m'expliquer c'est quoi le part-time parce que je suis pas du tout dans le monde salarial. Pardon, le temps partiel. Alors, D'accord. Oui, bah, il me bah. semble qu'en France, quand tu reprends le travail, tu as ce droit-là de pouvoir choisir à combien de pourcentage en fait tu reprends le travail. Ah oui, exactement, effectivement. Oui. C'est vrai Donc que ça peut être. Mm, exactement, c'est une c'est un très bon compromis, je trouve. mm. Oui, c'est ce que font, ce qu'a fait ma sœur. Elle est professeure et elle a pu faire ça parce que voilà, c'est vrai que elle avait envie de travailler, mais elle avait aussi envie de profiter de son enfant. Donc, Ouais, oui, c'est important de s'écouter, exactement. exactement. Du coup, ça c'était le premier conseil, c'est de s'écouter et de faire savoir ses besoins ben, à sa famille, à son employeur. Parce que aussi le mari peut ne pas comprendre ben, pourquoi on veut pas travailler, etc. Enfin bref, il peut y avoir aussi, voilà, il faut que la communication soit claire avec ses proches et son employeur. Exactement. Mais justement, quand tu parles de s'écouter, une notion très importante que je voulais aborder aujourd'hui, qui est le lâcher prise. En fait, aujourd'hui, je voudrais vraiment me donner un maximum de conseils autour de trois thématiques Mm. qui sont dans ce. Et d'ailleurs, tu les as présentées, Sored. C'est le lâcher prise, l'organisation et la méthode de travail. Et pour moi, c'est vraiment ces trois piliers qui sont essentiels pour pouvoir, comme tu dis, éviter des situations comme le burn-out, des situations où on se sent en déséquilibre et en mal-être dans sa vie et de pas pouvoir être épanoui dans ce qu'on fait au quotidien. Et le premier pour moi qui est essentiel, c'est le lâcher prise. Mm. Et pour pouvoir lâcher prise, euh, dans un premier temps, aujourd'hui, on vit dans une société où ben, il y a les réseaux sociaux et puis la société nous met aussi une grosse pression en tant que maman, qu'épouse, etc. Donc, en gros, moi, je sais que je vois souvent cet opposé, c'est que si tu travailles, ben, on te dit que tu t'occupes pas bien, tu n'es pas une bonne maman.
Et si tu travailles pas, on te dit, ah, tu travailles pas, t'es qu'à la maison, etc. Et c'est vrai qu'on est dans ce paradigme qui est complètement flou et qui met beaucoup aussi de pression à beaucoup de femmes. Et dans un premier temps, c'est vrai qu'il faut vraiment relativiser sur tout ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. On voit en fait des facettes de mamans qui sont au top. On a Mm. l'impression en fait qu'elles sont au top sur tous les plans. Ils arrivent à manger équilibré, les enfants sont très bien habillés, la maison est parfaite, le boulot est parfait. Et c'est vrai qu'il faut déconstruire ce qu'on voit aujourd'hui sur les réseaux sociaux et se dire que ça ne reflète qu'une seule partie de leur vie. En fait, on voit qu'une seule partie de ces femmes-là. On voit que et tout le monde ne peut pas être parfaite sur tous les plans. Et c'est vrai Mm. que pour moi, c'est vraiment essentiel de faire ce deuil de la maman parfaite, de l'épouse parfaite, de la femme parfaite. On ne peut Mm. pas être parfait sur tous les plans. Et c'est humain et c'est normal. C'est-à-dire que Mm. aujourd'hui, moi par exemple, sur tout ce qui est, je priorise en fait, par exemple, mon ménage chez moi. Je priorise. J'ai des enfants, j'ai 2 enfants en bas âge. Ils sont en plus, ils sont rapprochés, donc c'est énormément de travail et en tant que maman. Je pense que tu dois bien le savoir aussi, Mm. Sorel, c'est pas évident. Et du coup, moi, je priorise en fait. Je sais que ma priorité sur mon ménage, c'est que les sanitaires, enfin, tout ce qui est salle de bain, les sols, etc., soit clean. Après, si la poussière n'est pas faite tous les jours, s'il y a des traces de doigts ou de mains, Mm. de bave sur les vitres, je ne peux pas être sur tous les plans. Donc, j'ai appris, en fait, moi qui étais très perfectionniste initialement, j'ai vraiment fait un travail, une rétrospection là-dessus sur, OK, sur quoi je suis d'accord de lâcher prise. Et au début, ça me démangeait, hein, quand je voyais Mm. les traces de doigts sur la vitre ou quoi. À l'intérieur de moi, ça bouillonnait. J'avais qu'une envie, c'est de prendre mon chiffon et aller essuyer les vitres. Et je me suis forcée, en fait, j'ai fait un travail sur moi de non, ok, ben, il y a des traces de main sur les vitres, c'est pas grave. Alhamdoulilah, on est heureux, tout le monde est en bonne santé, c'est pas grave, je lâche prise. Et c'est Mm. vraiment sur ce travail-là, à mon avis, qui est essentiel, c'est de prioriser les points qui sont essentiels pour nous en tant que femme, en tant qu'épouse et en tant que maman et en tant que salariée. Qu'est-ce qui est important pour nous sur lesquels on va pas réussir à lâcher et quels sont les points sur lesquels on va pouvoir lâcher qui ne sont pas une priorité et qui vont nous permettre de dégager du temps et de la charge mentale. Et c'est ça, lâcher prise, en fait. Lâcher prise, pour moi, il y a deux notions aussi qui sont importantes. C'est le tawakkul, c'est-à-dire que Mm. le lâcher prise, il y a beaucoup de contrôle dedans. Et en tant qu'être humain, on a tendance à vouloir contrôler énormément et il faut savoir remettre aussi une grosse partie à Dieu en se disant que il y a, il y a, il y a, il y a ce tawakkul-là, qu'on ne peut pas tout contrôler, qu'il y a des choses qui arrivent dans notre vie qu'on n'arrivera pas à contrôler. Et il faut lâcher prise, il faut l'accepter, il faut l'accueillir. C'est comme, voilà, il y a des jours où la maison est sans dessus-dessous, les enfants crient, tout le monde est dans un état, dans un état pas possible. On peut pas être parfaite tous les jours et ces jours-là, faut l'accepter en fait. Faut se dire, ok, aujourd'hui ça a été une journée comme ça, Inch'Allah, demain ça sera mieux. Et, euh, et, Exactement. et ne pas culpabiliser en fait sur ces aspects-là et de se dire que ça arrive à tout le monde en fait. On ne voit pas, les gens ne communiquent pas sur ces journées où tout le monde crie, tout le monde pleure, où tu perds patience, où ben voilà, t'es pas forcément en phase si tu es très dans la bienveillance, dans l'éducation avec tes enfants et qu'aujourd'hui tu as crié ou quoi, ben c'est pas grave. Tu restes une humaine. En fait, il faut aussi être indulgent envers soi et de se dire qu'on reste des humains. On est maman, certes, mais on reste des humains et que ça nous arrive de craquer et de pas être à la hauteur comme on le souhaite. Euh, Exactement. On en parle souvent, j'en ai beaucoup parlé. D'ailleurs, il y a une sœur qui nous dit qu'elle n'arrive pas à lâcher prise et qu'en plus, du coup, son dos, ben, elle est bloquée des cervicales. Souvent, d'ailleurs, les mots qu'on garde en soi, ben, que ça vienne de la charge mentale, du stress, etc., s'accumulent et à un moment donné, le corps sonne la sonnette d'alarme et se dit, là, c'est pas possible. Donc là, quand il y a des signes physiques du corps, où vraiment vous êtes peut-être bloqué, vous savez pas pourquoi, essayez de consulter ça. Vous pouvez voir par exemple un chiropracteur. Alors moi je conseille
Il y a Samine Chaouki qui est chiropracteur à Épinal dans les Vosges, mais elle fait aussi des entretiens à distance, aller voir des ostéos, enfin des sages-femmes à qui parler de ça parce que la recharge mentale, lorsqu'elle est trop lorsqu'elles sont au quotidien et qu'elle n'est pas gérée, elle peut finir en dépression et burn-out maternel. Et c'est pas ce que l'on souhaite. C'est pour ça qu'on parle de lâcher prise parce que il faut vraiment ben, se dire c'est ok, c'est pas parfait, c'est ok, c'est comme ça et j'accepte. Sinon après ça mène vraiment à une catastrophe et à un cercle infernal. Exactement, c'est ce que, enfin, c'est comme tu dis, enfin, je viendrai à ce point plus tard, Inch'Allah, mais prendre soin de soi, c'est vrai qu'en tant que maman, et moi-même, je suis tombée là-dedans, c'est qu'on a tendance en fait, à s'investir à 100% dans son foyer, dans ses enfants, et à s'oublier, en fait. Mm, Et moi, c'est vrai que j'ai remarqué que s'accorder du temps pour soi, alors quand on est maman, surtout avec des enfants en bas âge, etc., on s'entend accorder du temps pour soi, c'est pas de prendre une heure, un bain, etc. Moi, juste prendre une douche de 5 minutes, tu vois, mm, mm, c'est un temps pour moi. En fait, s'accorder du temps pour soi et surtout prendre soin de soi et écouter son corps, c'est-à-dire que quand ton corps t'envoie des signaux, mal de mm. dos, mal de tête, etc., il ne faut pas hésiter à aller se prendre un moment dans la journée, s'organiser avec son mari, ok, tu gardes les enfants pendant ce moment-là, ou même, voilà, si on a de la famille, de déléguer aussi, c'est important de lâcher prise, c'est aussi de savoir déléguer et d'aller voir un ostéo ou quelqu'un pour pouvoir aussi, parce que si nous-mêmes, en fait, on est mal, que ce soit dans la santé physique ou la santé émotionnelle, si Mm. nous-mêmes on n'est pas bien, on va pas pouvoir donner en fait à nos enfants, à notre époux, même à notre entreprise, enfin sur toutes les casquettes qu'on a aujourd'hui. C'est essentiel en fait de pouvoir prendre soin de soi, et de prendre du temps. Alors je sais que c'est pas évident, moi-même, surtout quand on a beaucoup de casquettes, mais en fait il faut se l'imposer. Moi, je sais que je me l'impose en fait, c'est-à-dire que je prends mon agenda, je fixe une date, si c'est dans 2 semaines ou quoi, et je la garde en fait, je me l'impose Mm, mm, parce qu'on a tendance à toujours le remettre au lendemain et il faut se l'imposer en fait, comme si c'était quelque chose d'obligatoire. Comme manger, on s'impose hein, de manger, mm. de, Exactement. Mais c'est c'est ce quelque que je chose. me suis fait hier parce que ça faisait au moins un mois, enfin 2 mois où je travaillais beaucoup, je prenais pas trop le temps là, de sortir, même d'aller juste au magasin vite fait, décompresser, des fois ça peut aider. Et je me suis imposé une journée entière où, enfin, plus un créneau de 4 5 heures où j'avais pas les enfants, où j'allais pas travailler et j'allais, voilà, voir des amis, manger, faire du shopping, balader, rigoler. Et ça fait du bien parce qu'après, on se sent ressourcé. Alors, il faut se ressourcer spirituellement au quotidien c'est une source d'énergie au quotidien, matin et soir. Voilà, c'est adkar, c'est prière, etc. Son dhikr. Et, euh, et aussi se ressourcer, prendre soin de soi physiquement, etc. Donc voilà. Exact. Bah, d'ailleurs, c'est une très bonne transition sur le sujet que je voulais aborder, c'est au niveau de l'organisation quand tu dis ben, dégager du temps pour les adrar, pour toute la partie spirituelle, mais pour soi, etc. En fait, moi, il y a quelque chose, c'est vrai que j'avais mis en place. Moi, je sais qu'à chaque chamboulement dans ma vie, c'est-à-dire que ce soit ben, quand je me suis mariée ou quand j'ai changé de poste ou quand j'ai eu un enfant, quand j'ai eu mon deuxième enfant, en fait, c'est des mises à jour qu'on a dans notre vie. C'est-à-dire qu'on a un Mm, élément complémentaire qui apporte beaucoup de joie. Bien évidemment, c'est des événements heureux. Ça peut être des événements heureux comme des événements malheureux, perdre un job ou peu importe. Mais à chaque événement, c'est important de se poser et de mettre une mise à jour. C'est-à-dire que euh, il y a des éléments changeants dans notre vie, on ne peut pas continuer comme ce qu'on faisait avant. Et c'est vrai que moi, par exemple, je sais qu'à la naissance de mon deuxième, on avait, avec mon premier, mon deuxième est né quand mon premier avait 2 ans. On commençait à avoir, enfin,
on avait trouvé un rythme on va dire, un rythme de croisière avec mon époux. On avait tout bien, voilà. On avait organisé notre quotidien de manière à ce que chacun ait son temps, etc. Donc, tout le monde était, on va dire, plus ou moins, y trouver son compte. Et à la naissance de mon deuxième, surtout que moi, j'ai pas fait les choses de la manière la plus facile. À chaque accouchement, j'ai déménagé, j'ai changé de pays. À croire que Ah oui, d'accord. c'était pas calculé, mais j'ai emménagé en Angleterre quand mon premier avait 1 mois et j'ai emménagé au Qatar quand mon deuxième avait 4 5 mois. Ah Donc c'est oui. vrai que j'ai eu beaucoup de chamboulements d'un coup à chaque déménagement, à chaque grossesse. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me rappelle quand on est d'emménager au Qatar, on avait beaucoup de tensions dans la maison. Je me sentais pas du tout sereine, pas du tout patiente avec les enfants. J'avais beaucoup de stress, beaucoup de charge mentale que j'avais du mal à gérer. Et c'est vrai que je me suis dit mince, je me suis posé un moment et je me suis dit mince, en fait, on n'a pas fait de mise à jour en fait. On a changé Mhm. de pays, j'ai eu un deuxième enfant et on n'a pas adapté notre quotidien. On est resté sur le même schéma que notre vie d'avant. Alors qu'on peut pas, quand on se marie, en fait, on peut pas garder notre vie de célibataire. Quand on a un enfant, on peut pas garder notre vie de couple. Il faut l'adapter, en fait. Il faut Mhm. mettre à jour à chaque fois. Et c'est vrai que l'important pour moi, c'est vraiment de se poser et de décrire, en fait. Et moi, j'aime beaucoup poser les choses à l'écrit. Je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'ordinateurs, mais je trouve que poser les choses par écrit, ça libère beaucoup son esprit et sa manière de penser. Moi, je pose beaucoup par écrit et je décris en fait une journée type du lever au coucher et qu'est-ce que j'ai comme temps. Qu'est-ce que j'ai comme D'accord. temps? Et en Mhm. fait, le principal pour moi, généralement, c'est que j'essaye de répartir ma journée en trois, on va dire, en trois tiers. Le premier tiers, c'est ma famille. Le deuxième Oui, tiers, c'est moi. Et mon troisième tiers, c'est mon couple. Et d'accord. c'est vrai que ben, du coup, dans la famille, je sais que je dois accorder dans ma journée un temps pour mes enfants, un temps, ben, tout ce qui tourne autour des enfants, donc tout ce qui est alimentaire, les repas, le bien-être des enfants, passer du temps avec mes enfants. Ça, je sais que j'ai un tiers dans ma journée à accorder à ça. J'ai un tiers de temps à moi, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de moi, de ma personne, mon travail, mon bien-être à moi, ma santé et un tiers pour Oui. mon couple. Et on a souvent tendance à aussi, c'est souvent malheureusement le point, les deux derniers points, donc pour soi et pour son couple, c'est souvent deux points qu'on néglige et qui sont importants d'avoir des moments tête à tête. Et c'est vrai que quand on pense comme ça, on pense tout de suite, souvent, quand on a un moment en tête à tête, on pense tout de suite à un restaurant assis à ça, mais il faut rester en fait sur des choses vraiment simples. Et vous allez voir que les choses simples, en fait, elles alimentent son bien-être et son réservoir affectif. En fait, le réservoir affectif, pour moi, c'est une notion que j'ai découvert il y a quelques années et qui a changé ma vie. C'est-à-dire que, en fait, chaque être humain a un réservoir affectif, que ce soit Mhm. un enfant, que ce soit nous-mêmes, en tant que maman, en tant que femme, et notre époux également. Et chacun, en fait, a besoin de remplir ce réservoir affectif et on a tendance à penser que pour remplir un réservoir affectif, il faut toujours des choses grandioses. Il faut passer 3 4 heures avec les enfants, jouer avec eux. Non, en fait, moi, je privilégie beaucoup la qualité à la quantité. C'est-à-dire que dans ma journée, je sais que le matin, j'ai peut-être 10 15 minutes à accorder à mes enfants en dehors voilà, de la course du matin, de les habiller, etc. Je sais que j'ai 15 minutes à leur accorder. On va pouvoir se poser, lire un livre, jouer ou quelque chose. Le soir, j'ai une demi-heure, 1 heure à leur accorder. Et je fais en sorte que ce laps de temps que j'ai à leur accorder, eh ben, je sois à 100%. Parce qu'ils le ressentent et que ce soit pour les enfants, pour le couple ou même pour vous-même. Quand vous accordez du temps pour vous-même, mais quand votre cerveau, il est ah, j'ai pas envoyé, j'ai pas payé cette facture-là, ah, j'ai pas fait ci, la personne ou même vous-même, vous le sentez en fait. C'est pas du temps qualitatif. Et du coup, j'essaye de mettre en avant la qualité plus que la quantité et de me dire, OK, j'ai là le soir, quand je rentre, j'ai 1 heure et demie avec mes enfants, je coupe le téléphone et du coup, c'est quelque chose que j'ai beaucoup communiqué autour de moi, c'est-à-dire que ma famille, ils savent que ce moment-là, il faut surtout pas m'appeler, je suis avec eux, c'est pour eux et je vais passer 1 heure et demie avec eux
à jouer, à parler, à échanger. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a eu des moments où tu as ressenti de la tristesse, du bonheur aujourd'hui à l'école? Qu'est-ce que tu as appris? Et je vais me dédier à eux pendant cette heure-là. Et je vais remplir leur réfectoire affectif, leur réservoir affectif, pardon. Et c'est vrai que vous allez voir, ça change tout. C'est-à-dire que l'enfant, il a eu son moment avec sa maman de qualité. Et après, quand je vais passer à la cuisine où il faut voilà, servir le repas, etc., ils vont jouer en autonomie parce qu'ils ont eu ce moment avec moi, en fait. Et je vais C'est pouvoir vrai. et c'est pareil avec le couple, c'est-à-dire que quand, par exemple, nous, je sais qu'avec mon mari, on se donne des rendez-vous. Alors, en ce moment, c'est un peu, voilà, un peu compliqué avec les enfants. On se le fait une fois par mois. On fait manger les enfants et une fois couchés, ben, on se commande quelque chose et c'est notre moment à nous, notre moment en tête à tête. C'est pas forcément parce que je sais qu'au début, je mettais beaucoup de pression. Oui, il faut que tous les jours, on ait un moment de couple. Tous les jours, il faut qu'il y ait un moment pour moi. Et si j'arrive pas à le faire, c'est OK en fait. Mm, Je suis indulgente avec moi. Je sais que je suis qu'une humaine. J'ai 24 heures dans une journée et pas plus. Et je fais comme je peux en fait. Et organiser sa journée comme ça, en essayant de répartir son temps de manière équitable en fonction de chaque besoin et d'essayer de remplir le réservoir de chacun, c'est vraiment un élément qui permet voilà, de retrouver un peu d'amour et d'épanouissement dans le foyer. exactement. Du coup, pour ça qu'ils nous rejoignent, on a parlé au début de s'écouter, de nourrir son besoin, parce qu'avant de nourrir le besoin des autres, chose que là tu nous parles du réservoir affectif de tes enfants, ton époux, etc., nourrir son besoin, chacun a ses propres besoins, alors ça va dépendre de vos personnalités, etc. C'est bien de le savoir, de le connaître. Moi, par exemple, mon besoin est très sensoriel, bien m'entourer de mes amis, bien manger, etc. Chacune a ses besoins et lorsqu'on a nourri, lorsque se sent déjà un peu mieux grâce à cela, déjà beaucoup mieux, je voulais dire, on peut partager sa journée avec des moments pour soi, des moments pour sa famille, son couple, etc. C'est hyper important ce que tu dis, Sohad, parce qu'effectivement, il faut identifier nos besoins à nous. Il faut les identifier et c'est important ensuite de les communiquer. Parce que, en fait, moi, je sais que, et c'est un point aussi que je voulais mentionner, l'investissement du mari, surtout quand, euh, voilà, on a une activité professionnelle tous les deux, où la journée est très chargée pour chacun, que ce soit avec une activité professionnelle ou non, hein, parce que même une maman qui est à 100% à la maison, ça reste un des plus gros temps plein que j'ai connu, moi, ayant connu ça pendant un an. Non, non, c'est le plus gros travail que j'ai eu à faire et le communiquer en fait, c'est-à-dire que toi voilà, tu as identifié que ton besoin c'est de passer des moments de calme avec des personnes de ton entourage que tu aimes, et ben c'est aussi de le communiquer avec son mari, c'est-à-dire de lui dire voilà, moi pour avoir un équilibre j'ai besoin de ça. C'est-à-dire que Mm. moi, par exemple, mon besoin à moi, c'est plutôt d'avoir un moment de solitude, au calme, où je suis pas sollicitée. Et je sais que du coup, voilà, mon mari, il sait que voilà, une fois dans la semaine, j'ai besoin de ce moment-là. Mm. Et c'est super important en fait parce qu'on a tendance à penser que l'autre va le deviner. Et, Oui, euh, exactement. et que ce soit même avec les enfants, hein, moi je leur explique, même voilà, même s'ils sont encore très petits, je leur explique, maman là, elle a besoin d'un moment pour soi, pour qu'après je sois encore mieux avec vous, que j'ai plus de patience, etc. Et c'est Mm. hyper important de le communiquer là-dessus, quoi, hein, d'avoir un équilibre et d'avoir un investissement de chaque membre de la famille. Exactement. Moi, tu dois peut-être connaître, je me suis formée à la ProcessCom et c'est là où j'ai connu mes besoins psychologiques liés à mon type de personnalité. Je pense qu'avec l'énéagramme, et je pense que ta sœur, machallah, c'est Firdaus, c'est bien ça, je me Oui, trompe. oui, oui, La, de la sœur de Firdaus. Et elle forme à tout ce qui est énéagramme, il me semble, hein, c'est bien cela. exact, Et exact, donc, ouais. du coup, avec ce type de formation, que ce soit ProcessCom, l'énéagramme, on se connaît davantage et on connaît ses besoins. Et ça, c'est hyper important parce que moi, ça m'a ouvert les yeux. Alors, peut-être que j'aurais essayé de faire un travail toute seule, j'aurais peut-être deviné qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui me le fait pas. Et c'est là que je me suis comme, ah, mais c'est pour ça que j'aime trop aller manger quelque chose de bon. J'ai des besoins sensoriels, etc. Voilà, on dit empathique. Et,
Et donc, du coup, ça m'a réconfortée. Elle me dit, ah ouais, donc si des fois je me sens pas bien, je me sens vraiment stressée, etc., je sais vers quoi me diriger pour ben, me sentir mieux. Et ça, c'est hyper important et j'étais super Exact. contente de le comprendre. Non, c'est une notion que tu as, enfin, c'est hyper intéressant ce que tu dis, Soraya, parce que se connaître, moi je sais que, alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'avoir justement ma sœur Firdaus qui est formatrice en énéagramme. Et du coup, donc déjà, j'ai pu me former à ça, que ce soit moi et mon mari. Donc c'est vrai que ben, quand on s'est mariés, enfin, le fait de connaître, de savoir comment l'autre fonctionne, comment les besoins de l'autre, mais aussi surtout de se connaître soi et de ses besoins, et ben on arrive plus facilement à organiser sa journée, à comprendre ses besoins et comment on va fonctionner. Par exemple, il y a des personnes qui fonctionnent de manière totalement différente. Et savoir s'aligner et se coordonner, c'est hyper essentiel pour pouvoir avoir un quotidien épanoui, etc. Et même pour les enfants, en fait. Moi, Mm. alors, ils sont encore petits, mais plus ils grandissent et plus tu arrives à déterminer, à définir son type de personnalité et donc son besoin qui va arriver avec. Et du coup, Exactement. pouvoir répondre à son besoin et qu'il se sente écouté et plus épanoui. Et c'est vrai que et c'est un point aussi que je voulais souligner, c'est hyper important de vider son sac aussi. Moi, je sais que justement, ma sœur, elle en parlait en story, mais j'accorde aussi du temps, moi, à des moments où j'appelle bon, alhamdoulilah, j'ai mes sœurs qui m'entourent, j'ai ma famille. Le, le gros point, on va dire, négatif de l'expatriation, c'est d'être loin de sa famille, de ne pas avoir de Mm. famille à côté de toi pour pouvoir déléguer. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai trouvé cette solution-là. C'est des fois, je l'appelle et je lui dis, écoute, là, je me sens mal. Aujourd'hui, voilà, avec Adem, j'ai pas eu le comportement que je voulais. Et puis d'avoir déjà une oreille qui t'écoute et aussi quelqu'un qui va pouvoir te conseiller sur écoute voilà ben là peut-être qu'il a réagi comme ça parce que ben lui son type de personnalité c'est ça et qu'il avait besoin de ça à ce moment-là, etc. C'est super important comme tu dis de s'entourer aussi et de pouvoir lâcher et parce que des fois on emmagasine et jusqu'à que la cocotte minute veut exploser et là c'est important en fait d'accepter de pleurer et de lâcher, c'est super important Mm. parce que Exactement. c'est C'est vrai. C'est vrai. C'est vraiment ça. Donc ensuite, est-ce que tu voulais parler des méthodes de travail? Est-ce que tu as quelques conseils pour oui. ça? Alors là, on a parlé un peu plus de manière générale de la partie émotionnelle, organisation de la famille, etc. Mais il y a des choses concrètes en fait que moi je mets en place dans mon quotidien parce que bah, quand on a une journée complète de travail le soir, en fait, moi, j'ai deux vies, hein. J'ai ma vie au travail et ma vie à la maison et il faut savoir allier les deux. Et c'est vrai qu'au départ, c'était beaucoup de brouillon. En fait, c'était très énergivore parce que je n'étais pas organisée et je ne savais pas où allouer mon énergie. Et voilà, je me suis beaucoup renseignée autour de moi et ouais, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai une organisation qui me permet d'avoir toutes ces casquettes-là. Et par exemple, moi, je sais qu'il y avait un gros point qui me pesait énormément, c'est la partie repas, organisation des repas, les courses, tout ça. Moi, c'était quelque chose de très énergivore et qui me pesait parce que, ben voilà, quand tu as des enfants, tu as cette pression aussi qui te dit, ben, il faut qu'ils mangent équilibré. Et puis même pour toi, au-delà de tes enfants, mais pour toi, il faut que tu puisses avoir cet équilibre alimentaire et dans toute sa globalité, les courses, etc. Moi, j'ai opté pour quelque chose, enfin, je pense qu'aujourd'hui, on communique beaucoup là-dessus, c'est que moi, je fonctionne avec le batch cooking. C'est-à-dire que on a une organisation, c'est que le week-end, alors nous, le week-end, c'est vendredi, samedi, tous les samedis matins, mon mari, donc c'était généralement c'est la sieste de mon petit, le dernier, il a une bonne sieste le matin, et mon mari prend mon plus grand, ils sortent, ils ont leur moment en tête à tête tous les deux, c'est-à-dire qu'ils vont faire une activité, ils vont faire du foot, ils vont se balader, ils vont faire de la trottinette, peu importe. J'ai besoin de 2 heures en fait. Et ça, voilà, dans la maison, c'est ancré, tout le monde le sait, que ce soit mon fils, mon mari. Je prends 2 heures où en fait j'ai fait au préalable, généralement, ça je le fais le jeudi soir, je fais mon menu de la semaine. Donc je sais voilà, que tel et tel jour on va manger ça. En fonction de ça, je fais livrer mes courses. Moi je sais que les courses, ça me prenait énormément de temps. Alors, je dis pas que je fais toujours des petites courses d'appoint, généralement la semaine, pour tout ce qui est fruits et légumes quand il m'en manque. Mais le gros,
je me le fais livrer. Et le dimanche matin, je prends 2 heures et je fais les repas de la semaine. Eh bien, Et écoute, ça moi, je m'a... suis un peu pareil. J'avais commencé le batch cooking, je crois, il y a un mois ou deux. Ouais, en décembre. Et c'est vrai que ça libère du temps en semaine. Et pareil pour les courses. Moi, je déteste faire les courses. Et ben, depuis que ben, j'ai accouché, ça va faire 6 ans, je me dis, bah, je vais tester le drive. Je sais pas si au Qatar, il y a le drive, mais en France, oui. On peut se faire livrer ou aller au drive. Et du coup, j'ai dit, bah, je vais tester. Et puis après, ça y est, c'est que ça me libère du temps. Ah, c'est Euh, incroyable, hein. et voilà, et quand il y a besoin de quelque chose de plus, voilà, il y a la supérette à côté. Exactement. Mais du coup, même, tu sais, même, on sous-estime beaucoup ça, mais tu sais, de rentrer dans un centre commercial, déjà pour un enfant, alors quand on y va avec un enfant, c'est moi quand j'ai vu, enfin je m'intéresse beaucoup aux neurosciences des enfants et quand on voit les stimuli, en fait les stimuli qui sont envoyés aux enfants dans un centre commercial, moi je sais que mon fils à chaque sortie de centre commercial, tu peux être sûr qu'il y avait une crise. Et même pour toi, en fait, ça diminue tout ce que tu reçois comme information, ça diminue ton niveau de patience, etc. Et c'est pour ça, moi, j'ai vu une grosse différence quand j'ai mis ça en place. Déjà, j'ai rarement au magasin, du coup, ça me dégage du temps pour ma famille, pour moi. Quand je cuisine, en fait, rien que le fait, tu sais, tu rentres du travail et tu te dis, qu'est-ce que je vais faire à manger? De savoir que tu as déjà le repas de prêt. Et moi, je sais que moi, quand je rentre du travail, il faut que je me prépare psychologiquement quand je traverse le bas de la porte à être attaquée par mes enfants entre celui qui veut allaiter, celui qui veut lire une histoire avec maman, celui. Et en fait, je me dis, mais si j'avais pas ce plat déjà de près, eh ben, je ne serais pas en mesure de répondre à leurs besoins affectifs à ce moment-là. Et ça libère un temps et une charge mentale euh, incroyable. Moi, ça m'a mais changé la vie. Du coup, Et voilà, le dimanche, tu prépares les plats donc tu en prépares cinq, voilà, cinq oui, alors repas. et c'est ça. Nous, généralement, du coup, nous, au Qatar, en fait, les enfants fonctionnent en lunchbox. Donc, j'ai déjà, en fait, j'ai du coup mon menu de lunchbox où ça, généralement, je prépare, c'est des choses que je prépare le matin rapidement. Et du coup, j'ai les menus du soir. Et une fois par semaine, généralement, c'est le jeudi soir, donc c'est la veille du week-end. On mange dehors, c'est un peu la tradition dans la famille. Le jeudi soir, c'est le jeudi où on va commander. Et sinon, le reste de la semaine, oui, je prépare du coup dimanche, lundi, mardi, mercredi. Donc, je prépare 4 plats, généralement un peu plus. Et je fais des quantités un peu plus aussi pour que ça puisse servir pour les lunchbox du lendemain, souvent. Mm. Et du coup, il y a une partie que je congèle et une partie que je garde au frais. Et ça m'a changé la vie de toute cette partie-là du dry, de préparer ses repas. Même les vêtements des enfants, hein, aujourd'hui, je commande beaucoup sur Internet parce que, alors quand je peux, j'aime beaucoup faire du shopping. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû enlever pour voilà, avoir une organisation au niveau de la famille qui est plus équilibrée. Mais du coup, voilà, je m'accorde aussi de temps en temps dans des sessions shopping hein, où j'aime bien faire ça, où je vais Mm. pouvoir y aller. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé ma vie, cet aspect-là. Donc, tout ce qui est repas. Et aussi, là, pareil, pour tout ce qui est ménage, le shopping des vêtements des enfants pour moi, pour la maison. Moi, je suis quelqu'un qui a beaucoup changé depuis l'arrivée de mes enfants, c'est que je suis orientée beaucoup minimalisme. Mm. C'est-à-dire que en fait, même au niveau, par exemple, bon, je suis une maman, donc je suis très orientée sur, par exemple, le linge des enfants, etc. Ben, je fais en sorte que j'ai assez de linge pour la semaine, en fait, pour D'accord. que et rien que d'avoir ça, en fait, ou même, par exemple, le linge de maison, le linge de lit, ben, j'ai un linge qui est dans le lit et un linge à laver. J'en ai pas plus, en fait. Pourquoi? Mm, Parce que ben, déjà, ça va te réduire la quantité de linge à laver, à repasser. Avant, j'avais des tonnes de linge en fait, je croulais sous les lessives, les repassages et je comprenais pas, en fait. Et mm, en fait, mm. quand j'ai dégagé rien que l'espace aussi, tu vois, dans ta tête, quand tu as beaucoup d'affaires, dans ta tête, et ben, t'es beaucoup plus t'es étouffé en fait. Et le fait de Exact. dégager aussi de chez toi, d'avoir moins d'éléments, enfin moins de choses sur ton plan de travail, euh, tu vois, ça va te minimiser ton travail au niveau enfin, quand tu dépoussières, tout ça, c'est vraiment c'est une charge mentale en moins et tu te libères ton espace.
voilà, ton esprit en ayant moins d'affaires chez toi aussi, tu vois. C'est vrai que c'est une belle méthode. J'aime. Du coup, est-ce que tu en avais d'autres, des conseils? Oui, oui, oui. Alors, j'ai Mm. après tout ce qui est plus, là, je voulais partager tout ce qui est aussi pour les working moms, parce que c'est un peu le thème aujourd'hui, pour les mamans qui travaillent. Alors, moi, je sais que déjà, on en parlait tout à l'heure, pour pouvoir. Alors, il y a les mamans qui arrivent et qui travaillent toute la semaine et qui ont une très bonne organisation, il n'y a pas de problème. Moi, je sais que j'ai besoin souvent d'avoir une journée dans la semaine où j'ai pas forcément les enfants à la maison. Et ça va me permettre d'avancer, par exemple, sur ma pause déjeuner. Moi, j'ai négocié en fait avec mon employeur aujourd'hui d'avoir une journée de télétravail à la maison. Et D'accord. ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup libéré de temps. C'est-à-dire que ben, donc j'ai mon organisation de la journée où ben, je m'installe le matin, je travaille, etc. Pendant ma pause déjeuner, je vais pouvoir généralement manger en travaillant et je vais, par exemple, étendre une lessive ou je vais dégager du temps sur cette journée-là pendant ma pause déjeuner où je vais pouvoir avancer sur des tâches qui vont me libérer un peu du week-end. Généralement, je prends le jeudi et ça me permet aussi d'aller chercher les enfants à l'école, etc. plus tôt. Et de négocier aussi cette partie-là où bah, on peut avoir du télétravail, du temps partiel, comme on en parlait au tout début, c'est d'aménager en fait ces horaires de travail. Et il y a aussi quelque chose que moi je fais beaucoup, c'est-à-dire que quand je travaille, que ce soit pour mon activité d'entrepreneuriale ou mon activité salariale aujourd'hui, quand j'arrive au boulot, j'essaye de faire en sorte d'être le plus efficace. C'est-à-dire que Mm. je sais qu'on a beaucoup, surtout, alors c'est plus en France, pour être honnête, une fois que j'ai goûté au système anglo-saxon, les Anglais, en fait, sont très tournés famille. C'est-à-dire qu'ils vont venir au travail très tôt et ils vont à 15h30, 16h, ils sont plus là. Oui, Ils c'est sont comme les écoles, très... hein. Exactement, les écoles aussi finissent très tôt. Et d'ailleurs, au Qatar aussi, les écoles finissent très tôt. Et en fait, moi, ça m'a changé la vie parce que avant, j'avais un peu le rythme de travail français où tu arrives le matin, tu as la pause du café du matin, ensuite tu as la pause du café à 10h, tu as la pause déjeuner à midi. Et en fait, les Anglais ne sont pas du tout comme ça. Ils viennent au travail, ils font leur travail et ils rentrent chez eux. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, j'ai beaucoup appris avec cette méthode, cette manière de travailler. C'est-à-dire que moi, j'applique aussi beaucoup la méthode Pomodoro. Je ne sais pas si tu connais, Soirad, et si je Oui, vais mais tu peux l'expliquer. l'expliquer parce que je pense que c'est pas tout le monde qui connaît. Exact. En fait, moi, ce que je fonctionne, c'est, alors, chacun l'adapte à sa manière. Moi, en fait, la méthode Pomodoro, c'est d'avoir des séances de travail intenses sur sur un court moment, un temps de pause, un temps de travail intense, un temps de pause, un temps de travail intense. Mm. Et en faisant en sorte que ce travail intense, on soit concentré à 100%, c'est-à-dire qu'on met de côté le téléphone et on est concentré que sur cette phase de travail. Pourquoi? Parce qu'en Mm. fait, par exemple, si on est en train de faire quelque chose pour une activité entrepreneuriale ou dans le boulot ou peu importe, ton cerveau, il est concentré. Quand tu es coupé, ton cerveau, il remet 20 à 25 minutes pour se remettre dans l'activité que tu faisais, pour se remettre à sa Mm. capacité maximale. Donc, Mm. en fait, l'idée, c'est, moi, ce que je fonctionne en général par séance de 25 minutes. C'est-à-dire que je me définis une tâche, que ce soit pour l'activité du nectar ou pour mon activité salariale. Et généralement, au boulot, ce que je fais, c'est que je mets mon masque, je mets mon casque, comme ça je sais que j'ai pas de collègue qui va venir me déranger pendant cette session de travail. Je me donne 25 minutes, je mets un chrono, et 25 minutes, je fais cette tâche. C'est-à-dire que j'ai D'accord. 25 minutes pour la faire. Et ensuite, j'ai 5 minutes de pause. J'ai 5 minutes où je vais aérer mon esprit, aérer mon cerveau, et je reprends 25 minutes. Mm. Et c'est quelque chose que j'applique même à la maison quand, voilà, quand je me concentre sur mon activité salariale, entrepreneuriale, pardon. Moi, mon deuxième, il fait des très courtes siestes. C'est pas un gros dormeur. Donc, je Moi, sais que j'adore. quand il fait sa sieste, généralement, j'ai une demi-heure, trois quarts d'heure où je vais pouvoir Est-ce que ça a coupé? mentionner tout à l'heure. C'est de faire aussi des to-do lists. En fait, moi, on a tendance à la faire le matin, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup la veille et ça m'a beaucoup, ça a changé beaucoup de choses de le faire la veille. Parce qu'en fait, en me couchant le soir, je sais comment va être ma journée du lendemain. Et attention, quand je Mm. dis to-do list,
En tant que maman, on a tendance à faire des to-do list longs comme le bras. Exact. Moi, je me mets 3 points. Dans ma to-do list, elle est généralement organisée autour de 3 points. Pourquoi? Parce que si tu en mets plus, déjà, à la fin de la journée, si tu n'arrives pas à faire tous les points que tu as un sentiment de frustration, de j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs. Et ça aussi, ça joue sur ton mental et sur ton bien-être, en fait. Alors que si tu te... En fait, moi, je préfère faire peu, mais bien. C'est-à-dire que je vais me donner 3 points, 3 actions. Je sais que je vais tout faire pour les faire. Une fois que je les ai clôturées, voilà, je suis satisfaite de ma journée. Et généralement, je le fais le soir, c'est-à-dire qu'ok, demain, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que j'ai un rendez-vous à fixer pour les enfants? Est-ce que j'ai un rendez-vous pour moi? Est-ce qu'à la maison, il y a quelque chose à faire, etc. Mm. Et j'organise 3 points et je sais que le lendemain, je commence ma journée, j'ai ces 3 choses à faire là. Et du coup, autour de ces 3 choses-là, je vais dégager du temps. Du coup, je vais appliquer ma méthode Pomodoro. Je vais me dire, OK, j'ai 25 minutes où je vais pouvoir faire cette action-là. Et j'ai ces 25 minutes et je ne suis pas dérangée et je fais en sorte de me concentrer sur ce laps de temps. Ça peut être 15 minutes, ça peut être 10 minutes en fonction du temps de chacun, quoi. C'est pas, faut pas se fixer de trop gros objectifs. Exactement. Et lorsque tu fais la pause entre les deux séances de travail très intenses, enfin, moi je conseille de regarder au loin, Exact. d'aérer la tête, d'être face au soleil, etc., de prendre un peu et surtout pas, enfin, après c'est selon d'aller sur les réseaux sociaux parce que là on perd du temps parce qu'on se dit, ah, ça va être 5 minutes, mais finalement on reste une demi-heure. Et qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu fais comme ça toi aussi? Exactement, c'est exactement ce que je fais. Moi, pendant les 5 minutes, en fait, il est hyper important de déconnecter le cerveau de ce que tu faisais pendant ces 5 minutes. C'est-à-dire que le cerveau, il Mhm. a besoin d'une pause. Et pourquoi? En fait, c'est ce qu'on appelle quand tu te mets en phase alpha. C'est-à-dire que ton cerveau, toi, tu penses qu'il est en train de penser à autre chose. En fait, et il faut penser à autre chose, mais il est en train d'organiser, d'emmagasiner ce que tu viens de faire juste avant. Et c'est hyper important de se mettre en phase alpha, c'est-à-dire tu regardes au loin, tu vas, tu te lèves, tu marches, voilà, généralement tu es souvent assis quand tu travailles, donc tu vas, voilà, tu marches, tu vas boire un verre d'eau, vraiment ton corps, tu le détends, tu le libères et tu penses à autre chose. Et c'est hyper important, comme ce que tu dis, de voir au loin, voilà, de reposer, de se mettre en alpha, de se mettre en phase de pause, quoi, tu vois, pour après être en mesure de réenchaîner sur 25 minutes ou 15 minutes en fonction de votre mode de fonctionnement sur ces 15-20 minutes où tu vas être intense en fait, où tu vas être connecté à Exactement. 100%. Et c'est hyper important ce que tu as dit sur les réseaux parce qu'effectivement, on a tendance sur les 5 minutes à vouloir aller checker Instagram. Et en fait, généralement, quand on commence Insta, c'est rare où on se limite à 5 minutes. Mm. Et on n'est pas aussi, on n'est pas dans cette phase alpha où tu reposes ton cerveau. Quand tu vas sur les réseaux sociaux, ça sollicite énormément ton intellectuel, alors que toi, tu dois le mettre en pause à ce moment-là. Donc voilà ce qui était pour la méthode Pomodoro. Je mets aussi en place quelque chose qui est, alors c'est une règle à la maison, c'est-à-dire que tout ce qui prend moins de 2 minutes sur mon chemin, je le fais. Euh, je sais pas, si je vois un truc qui traîne à la maison, bah, je le prends, je le fais. Même au boulot, je sais que des fois, je reçois un mail. Je sais que là, si je le fais tout de suite, je réponds tout de suite, ça va me prendre 2 minutes. Je le fais tout de Mm. suite et je sais que c'est fait. Tout ce qui me prend moins de 2 minutes, je le fais immédiatement. Parce que je sais D'accord. que si je laisse traîner, ça va Ça me va demander, s'accumuler aussi. ça va Mm. s'accumuler et ça va m'augmenter ma charge mentale. C'est-à-dire que dans ma tête, je vais rajouter quelque chose à faire. Alors que si je le Exactement. fais tout de suite, c'est fait, c'est bouclé, halas, j'en parle plus, c'est fini. Si je laisse après, et ben dans ma tête, j'aurai toujours un petit truc, ah mince, j'ai oublié de le faire, je dois faire ça, n'oublie pas de faire ça, n'oublie pas de faire ça. Alors que je pense qu'on en a déjà assez de petits Mm, trucs mm. comme ça dans la tête où en fait, c'est quelque chose qui m'a beaucoup, et je l'applique que ce soit au boulot, enfin dans ma vie professionnelle ou dans ma vie à la maison familiale. Tout ce qui prend moins de 2 minutes, faites-le tout de suite. Quand vous voyez un truc Exactement. qui traîne à la maison, hop, on le prend sur le chemin, on le dépose.
Un truc voilà qui va, c'est vraiment quelque chose qui m'a, c'est anodin hein, quand on le mentionne ici, mais vous verrez que si vous l'appliquez au quotidien, ça va vraiment changer beaucoup de choses dans votre organisation. Super. Ça fait déjà 1 heure, machallah. On va essayer de Oui, exactement. conclure. Je ne sais pas s'il y a Alors, des questions. alors, je crois que non, parce que, attends. Bon, il y a une question sur le Qatar qui a rien à voir. Le Qatar a-t-il une grille salariale selon la nationalité? Alors, oui, même si je ne suis pas du tout en accord avec ça, au-delà, au-delà du salaire, le Qatar, en fait, chaque entreprise, en fait, a un quota de nationalité. C'est-à-dire que tu vas pouvoir engager 3 Français, 5 Anglais, 4 Américains, 5 Indiens. Et du coup, les entreprises vont beaucoup recruter en fonction de ça. En sachant que généralement, quand on est européen, c'est plutôt favorable, malheureusement, enfin, même s'il n'y a pas d'explication en soi. Mais oui, la nationalité joue beaucoup. D'accord. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur l'expatriation au Exact. Qatar, au Royaume-Uni aussi, suivez le compte de Raja. Ah, il y avait une autre question, je crois, c'était encore. Attends, je la retrouve plus. Alors, il y a une Euh, question, c'est tu bosses à mi-temps et tu es entrepreneuse? Oui, alors je suis salariée, je travaille enfin, à mi-temps. J'ai un jour par semaine de libre, donc oui, je suis à 80%. Et je suis entrepreneuse en parallèle. Donc, on a créé le Nectar avec mon mari. Donc, alhamdoulilah, c'est plus facile quand on est deux aussi. On peut se répartir la tâche. Mon époux aussi est salarié à côté. Et du coup, ben, dès qu'on a un moment, le soir ou euh, pendant les heures de sieste, etc., on dégage un maximum de temps pour une activité entrepreneuriale. d'accord. Du coup, tu travailles combien d'heures par semaine? Donc, généralement, alors moi, je travaille pour une société publique au Qatar aujourd'hui. Donc, j'ai des horaires qataris qui sont avantageuses. Donc, c'est 7h30, 15h30. Donc, ça me D'accord. permet aussi de pouvoir de récupérer mes enfants et d'avoir aussi cette fin de journée avec eux. Moi, Moi, j'aime bien hein, le système. Enfin, moi, déjà, en tant qu'entrepreneuse, je travaille le matin et c'est vrai que arrivé à 16 heures, ça y est, j'ai fini soit même un petit peu avant, mais à 16 heures, après ça, je travaille plus. Et lorsque je vois, je me balade dehors à 19 heures, je vois, bon, les bouchons, je me dis, mais en fait, les gens, ils arrivent chez eux, il est quasiment 20 heures. C'est 20h. incroyable. Exactement. Non, moi honnêtement, mais j'ai découvert ça et tout ce que je vous ai communiqué aussi là aujourd'hui, c'est des choses que j'ai beaucoup apprises aussi en habitant dans différents pays. Parce que en France, l'école finit à 16h30 ou je sais plus à quelle heure. En Angleterre, elle finit à 15h. Au Qatar, elle finit entre 13h et 14h. Donc en fait, tu es obligé de t'organiser en fonction de ça. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert beaucoup de choses en voyant les Anglais finir leur journée. En fait, ils arrivent très tôt et ils finissent très tôt. Et moi, c'est quelque chose qui me convient très bien parce que du coup, j'ai aussi cette partie de la journée avec ma famille. Mm, Et le soir, généralement, enfin, j'essaye de dégager du temps aussi pour l'activité mm, salariale mm, mm, et le week-end. mm. Mais il y a une question sur la reconversion. Quels sont les outils et quels métiers privilégiés quand on est ingénieur, je crois, commercial? Alors, si je comprends bien la question, c'est qu'elle veut se reconvertir en ingénieur commercial ou elle est Je pense, ou peut-être qu'elle est déjà ingénieure commerciale et qu'elle veut se reconvertir. Toi, Ok. en tant que, toi, t'es responsable commercial. Il y a beaucoup de travail dans ça au Qatar, au Dubaï, etc. Oui, oui, même que ce soit l'ingénieur commercial, généralement dans la majorité des pays, hein, que ce soit, bon, moi j'ai connu ça en France, en Angleterre ou au Qatar aujourd'hui, c'est un métier qui est très très recherché et c'est un métier qui est pas, contrairement à ce qu'on pense, qui nécessite pas. Alors, moi j'ai fait une école de commerce et après une école d'ingénieur, mais c'est des choses qu'on peut apprendre
beaucoup sur le terrain en fait. Mm. Et du coup, si on souhaite se reconvertir professionnellement sur ce métier-là, c'est totalement faisable en fait. Les outils D'accord. de la reconversion professionnelle, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont proposées. Moi, enfin, là, c'est pas l'objet du live. Inch'Allah, s'il y a une question plus précise, n'hésitez pas à m'envoyer un DM. Je prendrai le temps, Inch'Allah, d'y répondre. La Mm. reconversion professionnelle, ce que je veux juste mettre en avant ici, c'est qu'il est super important de se faire on en parlait tout à l'heure, de faire une rétrospection, Mm. de se reconcentrer sur soi et de savoir ce qu'on aime faire, mais surtout ce qu'on n'aime pas faire. Parce que généralement, quand on se reconvertit, c'est ce qu'on fait, c'est l'activité qu'on fait actuellement qui ne nous convient plus. Mm. Mm. C'est Et vrai. qu'est-ce qu'on n'aime pas faire? C'est généralement on a souvent tendance à s'orienter sur ce qu'on aime faire et arrêter là. Mais se poser la question sur ce qu'on n'aime pas faire, ça ouvre beaucoup l'esprit aussi et ça oriente beaucoup vers les métiers du coup qui Mm. s'offrent à nous ou pas. Donc, je fais une petite parenthèse. Donc, pour ceux qui souhaitent vraiment soit se reconvertir, soit améliorer leur CV, lettre de motivation, réussir leur entretien, n'hésitez pas à rejoindre le compte de Le Nectar, dont Raja et son mari Alex sont les fondateurs. Ils donnent des conseils, ils peuvent aussi vous accompagner. Oustada, machallah, qui est avec nous, nous dit c'est top de pouvoir travailler et vivre sa vie en étant présent auprès de sa famille. La vie passe tellement vite, ça permet de vivre la vraie vie. Effectivement, trouver cet équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, c'est tout un art, j'ai envie de dire, Ouais, et ne pas se tuer à la tâche quand bien même on aime son travail, hein, quand bien même trouver un équilibre, c'est aussi faire des concessions, que ça soit sur sa vie professionnelle ou surtout sa vie professionnelle pour pouvoir vivre pleinement sa vie personnelle à côté et voilà, profiter de son époux, ses enfants, sa famille, sa spiritualité, etc., bien entendu. exactement. Et juste pour Euh, clôturer sur ce que tu disais, Souarad, c'est que faire des concessions, moi je sais que, alors moi c'est dans ma personnalité, et comme je disais au tout début, j'étais très carriériste, j'ai beaucoup changé en devenant maman, j'ai remis mes priorités et alhamdoulilah, je suis totalement heureuse et en phase avec ça. Et en fait, c'est important aussi des fois d'accepter. Moi, je sais que j'ai mis en pause toute ma vie professionnelle pendant un an. Et il y en a, et machin, il y a d'autres mamans qui peuvent le faire pendant beaucoup plus longtemps. Et souvent, j'ai beaucoup de mamans qui reviennent vers moi en me disant, écoute, j'ai fait une pause de 3 ans pour rester avec mes enfants. Là, maintenant, il est rentré à l'école, j'aimerais reprendre une activité professionnelle. J'ai du mal à l'expliquer, etc. Et il faut pas avoir peur, en fait. Il faut pas avoir peur Parce que souvent, on n'ose pas prendre ce congé parental de peur que par la suite, on n'arrive pas à revenir sur un poste ou dans le milieu professionnel. Sachez que la vie évolue, les entreprises, elles évoluent aussi. Il y aura toujours des opportunités professionnelles, alhamdulillah. Et encore une fois, placer sa confiance en Dieu et se concentrer en fait sur ce qu'on souhaite faire et être en phase avec nos décisions et nos choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je veux passer du temps avec mes enfants et mettre en pause ma, ma vie professionnelle, il faut être en phase avec ça, être en accord et inversement. Et c'est super important d'être en accord et en paix avec ces décisions qu'on prend. Merci pour cette conclusion. Alors, à la fin de chaque live, je finis avec une petite sagesse qui vient de ton compte. Donc, je vais en prendre une et tu vas la lire, Inch'Allah. Avec Euh, plaisir. hop, comme ça, je ne sais pas si tu vois bien. Oui, je vois bien. Un dimanche relax annonce une bonne semaine. Voilà, c'est un peu ce que l'on se disait, c'est-à-dire prendre le temps aussi pour soi. Toi, c'est le cas et tu l'as fait savoir à ton époux, à tes enfants, et pour se nourrir avant de nourrir les besoins des autres. Exactement. Et Très belle conclusion. je te remercie, Raja, qu'Allah mette sa baraka dans tout ce que tu fais, dans tes projets, dans ta famille, dans ta vie professionnelle également et dans votre expatriation au Qatar. Vraiment, merci pour ce temps accordé, pour tous ces conseils. C'était condensé, c'était très clair et efficace, Inch'Allah, qu'Allah accepte et qu'Allah fasse que ça soit utile pour nos sœurs qui nous écoutent. Je te Amen. remercie grandement. Jumu'ah Mubarak. Prends soin de toi, de ta famille, comme tu sais très bien le faire. Prenez soin
soin de vous, mes sœurs. Vraiment, vous êtes toutes des Wonder Maman actives à la maison et à l'extérieur, que ce soit dans des associations, au travail, etc. On a toutes 10 000 casquettes à gérer. Donc, qu'Allah vous facilite dans cela et mettre sa baraka dans votre temps et dans votre spiritualité, dans votre vie. Amin, barakallahu fik, Souad, pour ton invitation et à très bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, salam alaikum les sœurs. Wa